résumé de cours, une fiche de synthèse sur le chapitre dénombrement et combinatoire. Donc on va commencer par le dénombrement. Dénombrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire compter, mais compter de manière astucieuse. Et donc on a deux gros principes, déjà, qui sont tout d'abord le principe additif, c'est-à-dire si on a deux ensembles disjoints, et qu'on veut compter leur réunion, le cardinal de leur réunion, c'est-à-dire le nombre d'éléments de leur réunion, on peut compter le cardinal de E plus le cardinal de F. Donc on a cette formule qui correspond au principe additif. Et ensuite le principe multiplicatif qui permet de compter le nombre d'éléments du produit cartésien E croix F. E croix F, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des couples x, y, où x est un élément de E et y est un élément de F. Ce n'est pas la même chose que F croix E. Il y a un ordre. Et donc, le cardinal de E croix F est égal au cardinal de E fois le cardinal de F. Ici, c'est un fois de multiplication. Ici, c'est un croix, un produit d'ensemble. Un petit exemple un peu bête, mais qui permet de comprendre. On a un restaurant qui propose 3 entrées, 4 plats et 5 desserts. Alice n'a pas très faim et hésite entre une entrée et un plat. Donc elle a donc 7 choix possibles, puisqu'elle a le choix entre 3 entrées ou 4 plats. Donc ici, on a bien une union, puisque Alice ne va prendre qu'un plat. Donc c'est E ici, c'est l'ensemble des 3 entrées, et F, l'ensemble des 4 plats, et on cherche le cardinal de E union F, puisqu'elle va prendre une entrée ou un dessert. Par contre, Bob, il a faim, et lui, il veut prendre une entrée, un plat et un dessert. Donc lui, son menu, c'est un triplé, en fait. Entrée, plat, dessert. Et ici, lui, il a donc 60 choix possibles, c'est-à-dire 3 fois 4 fois 5. Le menu de Bob correspond à un élément du produit cartésien E croix F croix G, où E est l'ensemble des entrées, F l'ensemble des plats, et G l'ensemble des desserts. D'une manière générale, quand on veut compter, dénombrer, on va souvent multiplier lorsqu'on est dans une situation qui comporte plusieurs étapes successives. Ici, c'est le cas, une entrée, puis un plat, puis un dessert. Donc dans ce chapitre, on va compter, donc, comme on l'a dit avant, et on a un ensemble avec un élément, et donc E, ça peut être, alors ça dépend des exercices, hein, ça peut être l'ensemble des 10 chiffres, si c'est un code d'un cadenas par exemple. Ça peut être l'ensemble des 5 lettres d'un mot, du mot maths. Ça peut être l'ensemble des 8 coureurs d'un 100 mètres, l'ensemble des 4 possibilités de réponse à un QCM, à une question d'un QCM. Et donc on va vouloir compter le nombre de situations qui en rapport avec cet ensemble. Et on a toujours 2 questions à se poser. Est-ce que l'ordre est important? Et est-ce qu'on peut répéter les éléments? Alors, on va commencer par la première question. L'ordre est-il important? Alors, on va voir le cas où, oui, l'ordre est important. Et à ce moment-là, on se repose une autre question. Est-ce qu'on peut répéter les éléments? Alors, oui. Par exemple, ici, quand on a des tirages successifs avec remise, par exemple, un code de cadenas peut contenir plusieurs fois le même chiffre. Lancer un dé plusieurs fois, on peut obtenir plusieurs fois le 6, par exemple. Répondre à 10 questions d'un QCM, on peut répondre plusieurs fois dans des questions différentes la réponse A. Donc là, on est dans le cas où on est dans un produit cartésien. C'est-à-dire que ça s'appelle un KUplé. Un KUplé, c'est une liste du produit cartésien E puissance K. C'est-à-dire une liste de K éléments où chaque élément appartient à K. Et là, c'est une liste ordonnée. Et il y en a n puissance k, il y a n puissance k kuplé de E puissance k, puisqu'on a n possibilités pour la première valeur, n pour la deuxième, etc. k fois, donc n fois n fois n, c'est-à-dire n puissance k. Des exemples, bien un mot de passe avec 8 caractères, et chacun de ces 8 caractères peut être une lettre, il y a 26 lettres dans l'alphabet, ou un chiffre. On a donc 36 possibilités pour chaque caractère. Et on répète cela 8 fois.
36 possibilités pour mon premier, 36 possibilités pour mon deuxième, etc. 36 puissance 8 mots de passe différents. Si on a un code de cadenas à 3 chiffres, ou un code PIN de téléphone à 4 chiffres par exemple, eh ben on a 10 000 possibilités. 10 x 10 x 10 x 10. Ce qui correspond d'ailleurs au nombre de 0000 à 9999. Un autre exemple, on a un QCM avec 10 questions, et à chaque question, il y a 4 réponses possibles, et on doit en répondre qu'une. Donc on a 4 possibilités de choix pour la première question, 4 possibilités de choix pour la deuxième, etc. On a donc 4 puissance 10 possibilités. On lance un dé 3 fois, et à chaque lancer, on note le chiffre qui apparaît sur la face du dessus. J'ai donc 6 au cube résultats possibles. Donc ça, on était dans le cas où on avait des tirages successifs avec remise, c'est-à-dire qu'on pouvait répéter les éléments. Alors, parfois, l'ordre est important, mais on ne peut pas répéter les éléments. Par exemple, dans le cas d'un podium, ou d'un tiercé, des courses de chevaux, ou d'un anagramme. Donc là, cela correspond à des tirages successifs sans remise, c'est-à-dire qu'on tire une boule et on la garde, on la remet pas dans l'urne. Donc on ne peut pas répéter. Là, on est dans ce qui s'appelle un cas arrangement. Alors un cas arrangement de E, c'est un cas uplé d'éléments de E, dont cette fois-ci tous les éléments sont distincts. Je ne peux pas répéter les éléments. J'ai donc n possibilités pour mon premier élément, n-1 pour mon deuxième, puisque je ne peux pas réutiliser celui d'avant, etc., etc., jusqu'à n-k plus 1. Il faut bien comprendre qu'ici j'ai k facteurs, puisque là j'ai n-0, n-1, et là j'ai n- entre parenthèses k-1. Donc je compte de 0 à k-1, donc j'en ai bien k. Et ça, cela peut s'écrire plus simplement factoriel n sur factoriel n-k. Cela correspond à un cas arrangement de E. Lorsque on veut réordonner tout l'ensemble, c'est-à-dire qu'on veut faire un n arrangement de E, on veut arranger tous les éléments de E, ici on va avoir du coup n facteurs, et ça va descendre de n jusqu'à 1, et ça s'appelle factoriel n. Et ça correspond au nombre de permutations d'un ensemble, à n éléments. Exemple classique, on a une course de 100 mètres, on a 8 participants. Combien il y a de podiums possibles? J'ai 8 possibilités pour mon premier, 7 pour mon deuxième, 6 pour mon troisième, 8 x 7 x 6. C'est un 3 arrangements de cet ensemble de participants, et donc j'en ai bien 8 x 7 x 6 possibilités. Un code de cadenas pour lequel on ne peut pas répéter les chiffres. Donc cette fois-ci, j'aurai 10 possibilités pour mon premier, 9 pour mon deuxième, 8 pour mon troisième. Les anagrammes, lorsque toutes les lettres sont différentes. Donc ici, j'ai 5 lettres différentes dans le mot maths. J'ai donc 5 factoriels possibilités de former, factoriel 5 possibilités de mots avec les lettres du mot maths. Je ne peux pas répéter les lettres. Là, on a vu le cas où on pouvait répéter les éléments ou non, et surtout le cas où l'ordre était important. Mais parfois, l'ordre n'est pas important, puisqu'on prend des tirages simultanés. Et ça, c'est ce qu'on appelle les combinaisons, la combinatoire. Donc, par exemple, si je dois choisir 2 élèves dans un groupe de 25 comme délégué, j'en prends 2 d'un coup, ou alors tirer 3 cartes dans un jeu de 32. Là, on a affaire à des combinaisons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une combinaison? Tout simplement, une combinaison d'un ensemble A, c'est une partie de A de cardinal K. Et ce nombre, on le note comme ceci, et on le lit K parmi N. Cela s'appelle un coefficient binomial. On expliquera pourquoi plus tard. Et donc, ce nombre est égal à n factoriel n sur K factoriel, multiplié par n-k factoriel. Factoriel n-k. En fait, par rapport aux arrangements, qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire que, si vous regardez bien, il y a juste ce K factoriel qui a été rajouté au dénominateur. Pourquoi? Parce que 2 arrangements différents peuvent correspondre à la même combinaison. Par exemple, si dans une liste de 25 élèves, je choisis Alice puis Bob, et puis après je choisis Bob puis Alice,
Finalement, c'est deux arrangements différents, mais ça correspond à la même combinaison. J'ai choisi mon binôme Alice-Bob. Donc c'est pour ça qu'il y en a moins et qu'il faut diviser par le nombre de façons de réarranger les cas éléments, enfin de permuter les cas éléments que j'ai choisis. Alors on a une symétrie, ça c'est important, et c'est assez simple à comprendre, puisque si on doit choisir k éléments parmi n, ça revient à choisir n-k éléments parmi n, qui vont, par exemple, si je veux prendre k éléments parmi n avec moi, ça revient à choisir n-k éléments parmi n qui vont pas venir avec moi. Donc c'est le même nombre de possibilités. Si je choisis 2 délégués dans une classe de 25, ça revient à choisir 23 personnes qui vont pas être déléguées. J'ai le même nombre de possibilités. Donc on a une symétrie. Après on a du coup ça qui est à savoir. Le nombre de façons de choisir n élèves parmi n, ben, c'est 1, puisque j'ai qu'une façon, c'est de prendre tout le monde. Et le nombre de façons de choisir 0 parmi n, j'ai qu'une façon, c'est de prendre personne. Et on retrouve la symétrie. Le nombre de façons de choisir une personne parmi n, ben, j'ai n possibilités. Et ensuite, 2 parmi n, c'est n facteur de n-1 divisé par 2. Le triangle de Pascal permet de calculer à la main ces coefficients binomiaux. Et alors on peut les calculer à la calculatrice aussi, ou avec la formule qui est ici. Mais le triangle de Pascal permet surtout de retrouver les coefficients que l'on retrouve dans le développement de a plus b puissance n. On expliquera ça plus tard. Et surtout, ce qu'il faut connaître, c'est comment il fonctionne. C'est-à-dire que on remplit la colonne de 1 qui correspond au 0 parmi n. On remplit la diagonale qui correspond au k parmi k ou à n parmi n. Et ensuite, on ajoute ici comme ça 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 3, 6. C'est-à-dire, on a cette relation-là qu'il faut connaître pour tout cas inférieur ou égal à n. Quelques exemples de combinaisons. Alors, l'exemple classique, c'est les enseignements de spécialité en lycée. Si on a un lycée qui en propose 10, et que chaque élève, par exemple, de première doit choisir 3 EDS, eh bien, théoriquement, il a 3 parmi 10 possibilités de choix. C'est-à-dire 120 possibilités de choix. Donc c'est assez énorme. Dans un lycée, on peut avoir 120 emplois du temps différents en première par rapport au choix des enseignements de spécialité. Et en terminale, du coup, puisqu'on n'en a que 2, eh bien on a 2 parmi 10, c'est-à-dire 45. Un autre exemple, on a un jury avec 10 membres que l'on choisit parmi 9 hommes et 11 femmes. Donc en tout, j'ai 20 personnes, 9 plus 11. J'ai donc 10 parmi 20 jurys différents. Maintenant, si j'impose des contraintes au niveau du sexe des jurés, donc par exemple, si je veux que des femmes dans mon jury, eh bien, je vais devoir choisir 10 personnes parmi les 11 femmes. Donc j'ai 10 parmi 11 jurys ne comportant que des femmes. Si maintenant je veux 5 hommes et 5 femmes, eh bien je vais devoir choisir 5 hommes parmi 9, et pour chaque choix d'hommes, je vais devoir choisir 5 femmes, c'est-à-dire ici il faut multiplier. Donc je prends 5 hommes parmi 9, puis 5 femmes parmi 11, donc je multiplie les deux. Alors si maintenant je veux regarder le nombre de jurys qui comportent un seul homme ou une seule femme, alors là ce sont des événements disjoints, puisqu'on a 10 membres dans le jury, donc on peut pas avoir les deux en même temps. Donc là je regarde d'abord le nombre de possibilités pour avoir un seul homme, donc je prends 1 parmi 9, puis mes autres 9 personnes, je suis obligé de les prendre parmi les femmes, donc j'ai 1 parmi 9 fois 9 parmi 11 choix jury comportant un seul homme, et la même chose avec les jurys comportant une seule femme, et je les ajoute en vertu du principe additif. Voilà, donc maintenant je vous conseille de faire des exercices pour vous entraîner.